matin, Patrick Cohen. À la une ce matin, les aveux de Jonathan Daval écroués dans la soirée pour meurtre sur conjoint, les accusations de son avocat qui évoque les accès de violence de son épouse Alexia, la victime, et la réponse de l'avocat des parents, Maître Florent, qui sera en ligne avec nous dans un instant. Dossier sur une affaire à la fois exceptionnelle et terriblement banale. Devenir apprenti à tout âge, au-delà des 26 ans, autoriser les mineurs à travailler jusqu'à minuit dans la restauration, première piste de réforme pour revaloriser l'apprentissage. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, sera notre invitée à 8h15. Dans ce journal, un lycée en état de guerre, une soixantaine de profs d'un lycée pro de Toulouse témoignent de leur quotidien, agressions, menaces de mort, armes en circulation, départ de feu, témoignages à suivre et la réponse du ministre Jean-Michel Blanquer ce matin sur Europe 1. Dans ce journal encore, la loi sur l'alimentation et l'enquête de 8h sur des modèles alternatifs et vertueux pour les producteurs. EDF qui prend ses distances avec Nicolas Hulot sur les fermetures de centrales et la mort d'un humoriste qui avait fait les belles heures d'Europe 1 dans les années 70, Pierre Péchin. 110 femmes au moins ont été tuées par leurs compagnons l'an dernier, des femmes qui pour la plupart n'avaient pas déclaré de violence intérieure et qui dans 10% des cas sont mortes étranglées. 110 femmes, mais il n'y a pas eu 110 éditions spéciales sur les chaînes d'infos. Il n'y avait pas non plus un veuf éploré, omniprésent et inconsolable qui passe 3 mois chez ses beaux-parents avant d'avouer son crime aux gendarmes au 2e jour de garde à vue. Jonathan Daval a été mis en examen hier soir pour meurtre sur conjoint tandis que son avocat évoquait un accident. Mais peut-on étrangler par accident avant, un peu plus tard, de charger la victime? Alexia Daval faisait preuve, dit l'avocat, de violence contre son mari. C'est un couple effectivement où malheureusement l'un des conjoints était violent, mais c'est pas celui auquel on pense. C'est-à-dire que malheureusement Alexia, en période de crise, pouvait avoir des accès de violence extrêmement importants à l'encontre de son compagnon. Et c'est un fait publiquement connu qui avait été porté à ma connaissance bien avant que j'ai accès au dossier. Vous savez, Jonathan Daval, c'est quelqu'un qui prend sur lui, qui supporte, qui ne dit rien et qui à un moment a explosé. Maître Randall Schwerdorfer sur BFM. Bonjour Jean-Marc Florent. Bonjour. Vous êtes l'avocat des parents d'Alexia. Que vous inspirent les déclarations qu'on vient d'entendre? Écoutez, j'ai écouté avec le plus grand intérêt ce que dit mon confrère Schwerdorfer. Je pense qu'il faut à ce stade être prudent. Parce que les aveux de M. Daval, aussi terribles soient-ils, sont des aveux très partiels. Donc il y aura naturellement à réfléchir et à se renseigner sur quel était le fonctionnement du couple Jonathan-Alexia. Et puis ce qui sera fondamental dans ces affaires-là, vous le savez, c'est l'expertise psychologique et psychiatrique obligatoire en matière criminelle dont fera l'objet Jonathan. Mais sur cette manière, quel était le mode de fonctionnement. Sur cette manière, au soir des aveux et de la mise en examen, d'accabler la victime? Chacun a choisi son système de défense. Il y a certainement dans les propos de M. Schwerdorfer des choses qui sont exactes. Des choses qui sont exactes en ce que dans les derniers mois de relation dans le couple Daval, il y avait certainement un peu de tension plus importante du côté d'Alexia et pas tellement du côté de Jonathan pour une question de future maternité. Alors, à quel degré cette tension était, je ne le sais pas, mais en tout cas, mes clients ne le savaient pas parce qu'ils n'avaient jamais remarqué de choses, on va dire, symptomatiques qui auraient pu faire craindre pour la vie de leur fille ou pour la santé mentale de Jonathan. Mais en tout cas, les parents d'Alexia vous en ont parlé. Ils avaient constamment soutenu leur gendre. Quel est leur sentiment depuis hier? Ils étaient consternés hier, entre consternés et sidérés. Il a fallu, je pense, leur expliquer à plusieurs reprises que Jonathan avait avoué partiellement pour qu'ils le croient. Parce qu'ils avaient une très grande affection pour lui avant les faits tragiques. Et depuis, ils ne l'ont jamais lâché. Ils lui ont toujours témoigné un soutien sans faille. Et puis, ils avaient une confiance absolue en lui. Donc, aujourd'hui, vous voyez bien, ils sont à la fois terrassés par la mort dans les conditions tragiques que vous connaissez de leur fille, et puis d'apprendre que leur gendre, qui est une personne qui comptait beaucoup dans la famille, qu'ils aimaient beaucoup, finalement a trahi et est l'auteur de ce crime affreux. Ils ont quand même perdu dans cette affaire-là, et en 3 mois, 2 proches. Une qui est décédée dans des conditions affreuses, et puis un gendre qu'ils aiment, qu'ils aimaient, qu'ils aiment, et qu'ils ne reverront jamais, finalement, puisque sans anticiper sur la suite,
il aura des comptes à rendre à la justice pénale. Merci maître Jean-Marc Florent. Je rappelle que vous êtes l'avocat des parents d'Alexia Daval. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Il est 8h04, Patrick Cohen. Encore une bousculade dans un Intermarché. Cette fois, il ne s'agit pas de pâte à tartiner, mais de couches pour bébé. Ça se passe dans la banlieue de Metz avec des packs de Pampers vendus à 7 € au lieu de 24, soit 70% de réduction. Pas sûr que ce genre de promotion et de publicité soit tout bénéfice pour la chaîne Intermarché. Voyez ce qu'en dit ce spécialiste Philippe Moati. D'un côté, elle fait un très joli coup commercial et médiatique. Elle conforte son image de champion du prix bas. Mais c'est un peu un contre-courant de ce qu'on a envie de voir aujourd'hui, globalement, nous consommateurs, dans le monde de la distribution. Ces modèles-là qui poussent à la frénésie de l'achat, qui suscitent l'achat par le sentiment de la bonne affaire. Ça appartient un peu au monde d'hier. Aujourd'hui, on a envie de consommer un peu plus responsable, de manière plus pondérée. Et je crois qu'aujourd'hui, les consommateurs attendent un autre type de comportement de la part des enseignes. Et là, il y a une sorte de conflit d'image, disons. Philippe Moati, professeur d'économie à Paris Diderot, au téléphone de Jean-Jacques Herry, et le ministre Bruno Le Maire a convoqué la direction d'Intermarché et lancé une enquête de la DGCCRF. Des promos de ce genre, en tout cas sur l'alimentation, devraient disparaître avec la nouvelle loi présentée ce matin au Conseil des ministres, loi issue des États généraux de l'alimentation qui vise à mieux rémunérer les agriculteurs, mais sans attendre. Des circuits alternatifs se sont déjà organisés pour offrir de meilleurs prix aux paysans. C'est l'enquête de 8h. Bonjour Anne-Laure Jumet. Bonjour. Alors là, on ne parle plus d'initiatives isolées, ce sont des modèles qui sont en train de se structurer. Oui, des modèles qui copient d'ailleurs les codes de la grande distribution pour toucher plus de monde. Vous avez par exemple ces agriculteurs qui ont racheté un magasin Lidl à Colmar dans le Haut-Rhin. Ils y vendent leur viande, fruits et légumes et fixent eux-mêmes leur prix. Il y a aussi ces éleveurs de l'Aveyron qui ont ouvert leur propre supermarché en région parisienne. 400 éleveurs y vendent leur production. Un tel débouché n'aurait pas été possible près de chez eux, explique Jean-Claude Virenque, éleveur et président d'Unicor, la coopérative qui gère ces magasins. Si on prend l'exemple de Paris, il y a bien plus de consommateurs que de producteurs. Et chez nous, c'est tout à fait inversé. Donc oui, nous nous sommes déplacés en zone de consommation. Et on présente aussi le monde agricole aux citadins. Alors, les Halles de l'Aveyron, c'est le nom de l'enseigne, va continuer à se développer parce que ça marche. Une nouvelle ouverture est prévue cette année. En préparation également un site de e-commerce pour livrer Paris intramuros. Dans les rayons de la grande distribution aussi, certains modèles ont réussi à faire bouger les lignes. Oui, comme la marque C'est qui le patron, dont on a pas mal entendu parler. Elle est née en pleine crise laitière il y a 1 an et demi. Là, ce sont nous, les consommateurs, qui fixons les règles. En quelques clics sur Internet, on choisit les caractéristiques du produit, origine France, sans OGM, etc. À l'arrivée, de la qualité et un prix garanti pour l'agriculteur. Sur la brique de lait vendue 99 centimes d'euros, l'éleveur va toucher 39 centimes contre 32 centimes dans les circuits habituels. Avec le succès, la gamme s'est élargie, steak haché, compote, pizza et une quinzaine de nouveaux produits sont prévus pour cette année dans quasiment toutes les enseignes, comme dans ce supermarché Casino à Paris. Détail du prix au rayon beurre avec Laurent Pasquier, le cofondateur de la marque. On a un beurre bio là, c'est un demi-sel celui-ci, il y a le doux aussi qui existe. Le prix conseillé est indiqué directement sur le pack, donc c'est le prix issu des votes du questionnaire. Donc 2,20 € qui est un très bon prix pour un beurre bio qui est 100% français, issu de lait 100% français. Sur ces 2,20 €, 1,51 € va au producteur. Un bon prix peut-être, mais vous nous dites, Anne-Laure, que derrière, il y a une grosse coopérative. Oui, si le lait a fait vivre au départ une poignée de producteurs, 50 éleveurs dans l'Ain, ça a d'ailleurs sauvé les exploitations. Pour le beurre, on est sur une plus grosse structure, la coopérative Sodial, qui détient par exemple la marque Candia. Idem pour la compote de pommes, c'est Saint-Mamet qui est derrière. Alors les équipes de C'est qui le patron assument, ce sont des entreprises qui font vivre des producteurs avec un prix garanti. Et le modèle commence d'ailleurs à faire des petits. La Fédération des producteurs de lait s'est inspirée de cette démarche pour faire ses propositions au gouvernement, dans l'optique toujours de mieux rémunérer les éleveurs. Merci à vous, Anne-Laure Jumet, pour l'enquête du 8h. Europe 1. Il est 8h09, la suite du journal, Patrick Cohen. Ils sont une soixantaine de profs à la une du dernier numéro de l'Express, le magazine La République nous abandonne. 60 profs d'un même établissement, le lycée professionnel Gallieni à Toulouse, qui raconte un quotidien inouï fait de violences verbales et physiques, départ de feu, harcèlement de filles. Mathieu Périllon, professeur de génie mécanique et délégué syndical FSU. Il y a des collègues qui pleurent le matin parce qu'elles ont peur d'aller en cours. Il y a des collègues qui pleurent en salle des profs parce qu'elles craquent dans la journée. Il y a des collègues qui pleurent le soir dans leur voiture. Ce qui est intolérable dans une salle de cours, c'est des bagarres violentes, des bagarres générales, si vous voulez. La cafétéria était devenue une zone de non-droit où le trafic de cannabis régnait. Une semaine avant les vacances de Noël, on a eu l'équipe mobile de sécurité. Ils sont 3 présents sur le lycée pour sécuriser le lycée. Mais si elle s'en va et que les difficultés reviennent, il nous faut des moyens pérennes.
Et réponse ce matin sur Europe 1 du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Bien entendu, je les entends et que j'entends ce SOS. Je l'ai entendu dès le début du mois de janvier d'ailleurs, puisque j'ai envoyé une équipe d'inspecteurs généraux pour voir ce qu'il en est. J'ai le rapport depuis avant-hier. Est-ce qu'il est aussi dramatique que le récit de l'Express ? Tout à fait. J'étais profondément scandalisé de ce que j'ai lu. C'est une situation complètement inacceptable et elle va évidemment changer. Quelles mesures d'urgence ? Dès aujourd'hui, vous allez avoir un personnel de direction expérimenté sur le terrain qui a connu des situations de ce type. Cette personne que j'envoie dès aujourd'hui, à qui je vais donner toute ma confiance pour rétablir l'ordre. Le ministre Jean-Michel Blanquer qui était l'invité d'Europe 1 à 7h20 ce matin. À Sarcelles, un écolier juif de 8 ans portant kippa a été agressé en pleine rue. Emmanuel Macron a réagi dans la nuit sur Twitter. Comme à chaque fois qu'un citoyen est agressé en raison de son âge, de son apparence ou de sa confession, c'est toute la République qu'on agresse. Fin de citation. EDF prend ses distances avec Nicolas Hulot. Nicolas Barré, l'électricien renvoie à 2029 les fermetures de centrales nucléaires. Eh bien oui, EDF a fait ses calculs et il en ressort, selon ses experts, qu'il n'est pas réaliste d'envisager des fermetures de centrales nucléaires avant 2029 en dehors de celle de Fessenheim prévue l'année prochaine. Alors aucune fermeture pendant plus de 10 ans, voilà qui ne va pas plaire à Nicolas Hulot. La semaine dernière, lors de ses vœux, il avait pourtant indiqué que son plan de programmation de l'énergie qui couvre la période 2024-2028 eh bien, prévoirait pourtant un scénario précis de fermeture de centrales nucléaires. Et pourquoi EDF repousse ces fermetures ? Eh bien, EDF pointe 2 contraintes imposées par le gouvernement. 1, la fermeture de toutes les centrales à charbon d'ici 2022, c'est un engagement présidentiel. Et puis 2, l'interdiction de toute nouvelle centrale au gaz. Résultat, c'est mécanique. La France devra maintenir en activité tout son parc nucléaire et prolonger la vie des réacteurs de 40 à 50 ans. Sinon, on manquera d'électricité, d'autant que la croissance revient. Pour EDF, ce calcul est mathématique, il n'est pas politique. Nicolas Hulot va devoir s'y faire. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, merci. 2 disparitions dans l'actualité. Hilton McConico, styliste, designer américain, mais aussi directeur artistique ou décorateur de nombreux films pour Rapneau, Truffaut, Vivement Dimanche, ou pour Jean-Jacques Benex, Diva et La Lune dans le caniveau, ce qui lui avait valu un César. Hilton McConico avait 74 ans. Et puis un homme qui a beaucoup fait rire les auditeurs d'Europe 1 dans les après-midi des années 70. Il faisait rire aussi les Flashman à l'époque, Jean-Pierre Blanzac. C'est Pierre Péchin, impayable dans ses canulars téléphoniques. Allô ? Allô ? Allô, j'écoute. Allô ? Allô, j'écoute. Oui, monsieur. Allô, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je vous téléphone pour savoir si vous avez des appareils pour la surdité. Oui, monsieur. Allô ? Oui, nous avons des appareils pour la surdité. Est-ce que vous avez des appareils pour la surdité, monsieur ? Oui, monsieur, oui. Qu'est-ce que vous avez comme appareil ? Vous avez les appareils qui se dissimulent derrière l'oreille, qui sont des contours, et vous avez des lunettes acoustiques. Contre les moustiques ? Allô ? Vous savez, nous ne vendons les appareils que sur ordonnance, monsieur. Si je vais aux champignons ? Oui, aux champignons, c'est ça. Monsieur. Voilà, ça dure plusieurs minutes évidemment. Pierre Péchin, canular téléphonique, humoriste, homme de scène. Il avait 70 ans. Europe 1.